France Inter, franceinter.com. Il n'y a plus de Vendée. J'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux et massacré les femmes. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. Général Westermann. « 2000 ans d'histoire. Le 23 décembre 1793, après avoir massacré les débris de l'armée vendéenne à Savenay, le général Westermann pouvait se vanter de n'avoir pas fait de prisonniers. Il n'avait fait qu'appliquer les consignes de la Convention, qui voulait en finir à n'importe quel prix avec une révolte qui depuis 9 mois menaçait la République. Au moment où la France, en guerre contre l'Autriche, la Prusse, l'Espagne et l'Angleterre, était attaquée sur toutes ses frontières, elle devait aussi faire face à une autre guerre dans l'ouest de la France. Une révolte provoquée par la politique anticléricale de la Révolution, la condamnation à mort et l'exécution de Louis XVI, et par un décret de la Convention qui, le 13 février 1793, annonçait le recrutement par tirage au sort de 300 000 hommes. Il fallait compenser les pertes subies par l'armée française qui se battait aux frontières. Une décision qui allait déclencher en Vendée la guerre civile la plus meurtrière de l'histoire de France. Ton nom? Bouchard, Louis. Tire. Tu prends 2 jours de vivres, une paire de brodequins neufs, des chemises et un ruban à nouer les cheveux. Rendez-vous demain soir, caserne de Nantes, au suivant. Ton nom? Gros Pierre Yvon. Tire. La guerre oblige la République à lever par conscription 300 000 soldats. Je dois en trouver 3 000 dans le département. En effet, ce ne sera pas facile. D'autant que le printemps arrive, et après les moissons. Mais qui parle de moisson quand la patrie est en danger? Oui. La guerre sainte. Vous nous préparez des bains de sang. Adieu ton mon bon Corentin, va t'embusquer dans un ravin au fond du hallier vendéen. Quand la nuit hurleront les routiaux, fais ta prière et pense à nous. Pierre Péan, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Fayard votre dernier livre, Une blessure française, ou l'histoire d'un village à la frontière de l'Anjou et de la Bretagne, Maumusson, qui s'est trouvé en 1793 au centre d'une guerre civile meurtrière comme la France n'en a rarement connue, ou même jamais connue, et qui aurait fait des dizaines de milliers de morts. On ne sait pas très bien au juste combien. Je crois qu'on a même évoqué le chiffre de 400 000 morts. En tout cas, c'est beaucoup plus, c'était une répression beaucoup plus violente que d'autres répressions du même type, comme le massacre de la Saint-Barthélemy ou encore celui des communards en 1871. Ça a profondément traumatisé, vous le dites, tout l'ouest de la France, et pourtant, on en parle peu. C'est presque un tabou aujourd'hui, et pendant longtemps même, c'est une histoire qui est restée occultée, Pierre Péan. Pour quelle raison? Tout simplement que c'est la République qui en est responsable. C'est au nom de principes révolutionnaires. C'est une conséquence d'une application radicale de la Déclaration des droits de l'homme et finalement un droit d'ingérence. C'est le premier devoir d'ingérence à l'intérieur de la France au nom de principes universels. On estimait que les paysans de l'Ouest ne pensaient pas comme il faut et qu'ils pensaient mal. Et donc, on a voulu enlever leurs prêtres, on a voulu aller dans leur conscience. Ce qui est étonnant, c'est que cette révolte contre la Révolution s'est faite dans une région de la France qui l'avait plutôt bien accueillie au début. La Révolution
Révolution n'avait pas du tout choqué les Bretons ou les Vendéens. C'est très très important de dire ça, c'est-à-dire que effectivement la Révolution est très très bien accueillie. Non seulement elle est bien accueillie, mais les bourgeois qui sont donc à l'origine de la Révolution ont fait alliance avec les paysans, et c'est grâce aux paysans qu'ils ont réussi à conquérir le pouvoir. Mais et donc les paysans sont tout à fait contents, ils acceptent évidemment l'abolition des privilèges, ils acceptent aussi la nationalisation des biens du clergé, tout ça. Et finalement, il y a beaucoup de curés qui deviennent maires dans les petits villages de Bretagne. Et puis, petit à petit, c'est-à-dire, on leur avait promis le bonheur. Et puis, petit à petit, les choses dérapent. C'est-à-dire, il faut quand même d'abord imaginer ce qu'a été la Révolution, c'est-à-dire que dans les changements, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les municipalités remplacent les généraux de paroisse, c'est un bouleversement absolu. Et puis, on leur avait promis qu'ils paieraient moins d'impôts. Ils vont en payer beaucoup plus. On leur avait promis, ils pensaient que les biens du clergé qui avaient été saisis, ils en profiteraient en partie. Mais ce sont les bourgeois qui le prennent. Non, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des villes sont restées fidèles, étaient révolutionnaires et sont restées fidèles à la Révolution, comme Nantes ou Rennes, par exemple. Et donc, exactement. Et donc, petit à petit, et à la fin, en plus, on a voulu que leurs prêtres prêtent serment à la Révolution. Et après, on a voulu que ce soit des prêtres donc qui viennent de l'extérieur, puisque leurs prêtres ne voulaient pas prêter le serment, et donc ça a été des intrus. Et donc petit à petit, il y a tout cet ensemble, ils ont rejeté tout simplement la Révolution. Cette révolte se déclenche, Pierre Péan, en mars 1793, c'est-à-dire peu de temps après, 2 mois après, la condamnation à mort et l'exécution de Louis XVI. Est-ce que ça n'a pas compté également dans le déclenchement de la révolte? Oui, mais avant 1793, de mars 93, qui est effectivement la grande révolte, il y a quand même eu des signes très très importants. Et je pense par exemple dans le petit village dont je parle, il y a eu même, avec tous les villages autour, ce qu'ils ont appelé un concordat pour se défendre contre les gendarmes, etc., parce qu'on voulait aller prendre leurs prêtres. Et donc il y a eu des révoltes. Et la Révolution, un certain nombre de gens étaient parfaitement conscients de ce qui se passait. Et c'était véritablement des révoltes, déjà des pré-révoltes populaires. Et en mars 93, on leur demande finalement que des jeunes aillent défendre tout simplement la patrie. Et ça n'a plus de... Et ça n'a évidemment pas de sens d'aller défendre une patrie qui vous agresse. Oh Pierre, distribue notre emblème, le Sacré-Cœur du Christ. L'insurrection contre la République est proclamée. Tout le pays se révolte. La Vendée est en flammes. L'Île-et-Vilaine, le Morbihan vont suivre. 3 départements contre 89. Notre pauvre Bretagne contre toute la France. La guerre sainte. Vous nous préparez des bains de sang. Guêtres aux pieds, faites pas en main, vous ont battu si bon matin, vous ont battu mon Corentin. Pour l'occasion, pris rendez-vous, si vous, pour aller à la chasse au loup, si vous, pour l'occasion, pris rendez-vous, si vous, pour aller à la chasse au loup, pourquoi ton as-tu pas aux pieds tes lourds sabots de châtaignier, mais tes fins et légers souliers? Nous aurons apporté tes loups, chaussés de bons souliers à clous, nous aurons apporté les loups, chaussés de bons souliers à clous. C'est une chanson de Théodore Botrel, La chasse aux loups, c'est-à-dire évidemment pour ce chanteur, compositeur royaliste qui était Théodore Botrel, les loups c'était les soldats de la République, bien sûr, les bleus, comme on les appelait à l'époque, Pierre Péan, dans un soulèvement qui était au début, qui a été notamment en Vendée, un soulèvement militaire. C'est une armée, on l'a entendu, catholique et royale, qui s'est battue contre la République. Effectivement, il y a eu un soulèvement donc populaire, mais qui s'est structuré comme une armée. Ça, c'est le début, donc en 93, au sud de la Loire, et qui s'est battu frontalement contre les armées de la République.
Et pour un soulèvement qui l'était aussi, parce que au départ, cette armée catholique et royale, eh bien, elle n'est pas dirigée, comme d'ailleurs le soulèvement général, par la noblesse. Il y aura des nobles, ils vont rejoindre ce soulèvement, il y aura la Roche-Jacquelin, il y aura le marquis de Charette, mais au début, par exemple, le premier chef de cette armée, c'était Cathelineau, qui était un paysan. Absolument. Donc il y a une idée reçue depuis plus de 2 siècles que ce sont les royalistes qui ont manipulé ces révoltes de 93 et de 94. Pas du tout. C'est une révolte absolument populaire. Et donc 95, presque 100%, ce sont des petites gens. Ce sont des closiers, des métayers. Stofflet, qui était un et donc les premiers chefs sont des chefs tout à fait populaires. Et s'il y a des nobles de temps en temps, c'est parce que le peuple est venu, sachant qu'ils n'avaient pas les compétences pour se battre contre une armée régulière. Ils ont été trouver des gens et pratiquement forcés, quelques nobles, de venir à leur tête. Mais c'est d'abord et avant tout des soulèvements populaires. Il y a Jean Cottereau, par exemple, qui était un contrebandier. C'est celui qui sera à l'origine de la chouannerie. On en parlera. Mais alors, cette armée, d'abord, puisqu'il s'agit d'une véritable armée, avec des chefs, avec un encadrement, cette armée va, au début, surprendre parce qu'elle remporte des victoires. Elle s'empare de Saumur, elle s'empare d'Angers. Elle va échouer, en revanche, devant Nantes, Pierre Péan, qui, elle, résiste, qui est fidèle à la République et qui va résister. Oui, effectivement, c'était évidemment, c'est là que ça s'est joué déjà. C'était le début de la fin, que Nantes résiste. Et après, on a vu donc l'armée catholique et royale refluer, aller vers Cholet, et puis finalement... Cholet, grande défaite, justement. La grande défaite, et donc à partir de là, les militaires, disons, vendéens n'en voient plus qu'une solution, c'est de franchir la Loire et d'essayer de trouver une solution en allant vers le nord. Voilà. Jusque sur la côte normande, jusque sur la côte normande. Saint-Malo. Et donc la virée de normande, sur la côte de la Manche, je veux dire. Absolument. Oui. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer ce que ça peut être. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement des militaires, il y a les familles, il y a les vieillards, il y a les enfants qui suivent. C'est une cohorte invraisemblable il y a déjà, quand on franchit la Loire, il y a déjà pas mal de morts. Et comme ça, va remonter. Donc, va avoir quelques petits succès ici et là. Et puis, obligé après de redescendre du nord pour aller revenir sur le Mans. C'est ce qu'on appelait la virée de Galerne. Oui. C'est parce que Galerne, je crois que c'était le nom que les Angevins donnent à un vent de norois. Absolument, un vent de norois. Oui, mais alors, il faut quand même rappeler aussi que la raison pour laquelle ils partent vers le nord, c'est qu'ils attendent un soutien de l'Angleterre. L'Angleterre, évidemment, est favorable à ce qui se passe dans l'ouest de la France, et il y avait un projet de débarquement anglais. On peut dire d'une certaine manière aussi que ce soulèvement de l'ouest de la France, il pouvait se faire au profit de l'Angleterre, qui avait d'une certaine manière une espèce de trahison au moment où la France était en guerre, à l'est, au sud, dans le Roussillon. C'est vrai qu'il y a une conjonction, c'est-à-dire que c'est pas l'Angleterre qui a manipulé, ce ne sont pas les nobles qui ont décrété ces soulèvements populaires, mais néanmoins, s'il y avait eu jonction, effectivement, ça aurait été la fin de la République. Et donc, on reprend donc cette cohorte qui redescend vers le sud et qui est écrasée. Le grand échec, c'est au Mans. Et après, ils essaient de fuir. Tous ces gens, donc ceux qui restent, essaient de refranchir la Loire, aller dans leur foyer. Mais les armées, les Kléber, les Westermann, les Marceau, canalisent, empêchent la traversée de la Loire. Et finalement, ils viennent échouer à Savenay. Et c'est à Savenay, donc 23 décembre 1780. L'avant-veille de Noël, le massacre par Westermann. Un massacre. Et là, des massacres, puisque c'est Carrier qui est à Nantes, et on veut massacrer tout ce qui peut rester de cette... Carrier qui reçoit l'ordre d'exterminer justement non seulement ceux qu'on appelait les brigands, mais aussi leurs femmes et leurs enfants. Je tiens à ce que la Convention sache que tous ces ordres sont exécutés avec toute la vigueur qu'elle réclame. Je fais savoir que quiconque refusera de livrer les brigands sera considéré comme suspect. Tout suspect sera jugé dans les 24 heures, et s'il est coupable, exécuté immédiatement. Dussions-nous faire des départements de l'Ouest un grand cimetière national. Et si la survie de la République exige la mort de la moitié des Français, nous les passerons par le glaive. Lisez. Quiconque aidera brigands,
déserteurs, prêtres réfractaires ou émigrés, tout ennemi de la République subira... Tout ennemi de la République subira le même sort. Bonjour. Ce qui est effrayant quand on lit votre livre, Pierre Péan, c'est la violence avec laquelle la Convention, puisque c'est elle qui détient le pouvoir à Paris, la Convention réprime cette révolte de l'ouest de la France. Les Westermann, on l'a vu, j'ai cité au début, hein, il n'y a plus de Vendée, j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux et massacré les femmes, je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. Donc, moi qui m'intéresse à cette histoire depuis longtemps, en écrivant dans le détail tout ça, j'étais effrayé de cette violence. Et donc, quand on voit à Nantes, où carrément Nantes, c'est une ville qui est mise à mort, hein, où il y a des descriptions où on n'arrive pas donc à enterrer assez vite, il y a du sang partout, les chiens traînent à lécher la paix du sang, mangent des restes de cadavres. Et dans toute la région, on n'arrive pas à enterrer assez vite les cadavres. Là, c'est Carrier, hein, non ? C'est Carrier, le grand boucher de ça. Et donc, moi, je me suis attaché donc à un petit village dont personne ne parle, qui n'a jamais été considéré comme un village martyr, hein, qui est Maumusson. Et donc là, j'ai pu, à partir des documents, montrer qu'on n'arrivait donc pas à enterrer les cadavres assez vite. Et la crainte des républicains, c'est que ça risquait d'entraîner la mort plus efficacement que les Vendéens, que ceux qui s'étaient révoltés contre la République. Et donc, dans un village là, donc, comme Maumusson, qui faisait 1000 habitants, il y a eu sans doute au moins une centaine, voire plus de morts. Hein, et donc, dans toute la région. Et alors, à Nantes, il y a ces fameuses noyades. Hein. Alors, racontez-nous, parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus connu, c'est le sort que Carrier réservait aux suspects et à leurs familles. Hein. Et donc, il pratiquait donc pour aller plus vite, parce qu'on n'arrivait pas à fusiller assez vite, on n'arrivait pas, les prisons étaient pleines, Carrier ne savait plus quoi faire, et donc une des méthodes qui a été utilisée, c'est de se servir de la Loire, considérée donc, dont qu'on disait être la baignoire nationale. Entre guillemets. Et on faisait ce qu'il appelait aussi de la déportation verticale. C'est-à-dire qu'on noyait les gens. Et raffinement suprême, après avoir fait des mariages républicains, c'est-à-dire hommes et femmes qu'on déshabillait et qu'on attachait ensemble. Hein. Et donc tout ça avec sur des bateaux dont on tirait le fond. Et les gens qui mouraient pas assez vite, on leur tapait à coups de bois contre les gens pour qu'ils... C'est l'horreur absolue. Il y a quelqu'un qui parle, pourtant c'était le fondateur du communisme, Gracchus Babeuf, qui parle d'égorgerie, hein, fait par d'horribles bouchers dont le chef est Carrier. Il y en a un autre aussi qui était célèbre, ne serait-ce que pour le nom des sections, enfin des soldats avec lesquels il faisait ça. On appelait ça les colonnes infernales. C'était le général Turreau, lui aussi. Eh ben oui, alors lui, tout ça, c'est donc après la révolte de Savenay, alors que l'écrasement de Savenay. Oui. L'écrasement de Savenay. Et donc des gens pourtant qui avaient massacré énormément, les gens comme Westermann, comme Turreau, ont été quand même voir Carrier en disant ça suffit, maintenant la révolte est matée. Parce qu'il faut avoir aussi l'idée, c'est que plein de gens ont été rendre leurs armes, ont été se rendre, ont été ça, et Carrier ne voulait absolument pas de prisonniers, donc on a assassiné. Oui, mais il y avait quand même des ordres. Nous étions à l'époque, il faut le rappeler, en pleine terreur, hein, justifiée selon Robespierre, qui en était à l'origine, par les exigences de la guerre que l'on menait à ce moment-là contre presque tous les pays d'Europe. Oui, mais depuis Nantes, depuis l'écrasement du Mans, oui. Il n'y avait plus aucun risque pour la République. Hein. Il y avait cet ordre qui disait, de la Convention, tuer non seulement les brigands, mais aussi leurs femmes et leurs enfants. Alors, au point d'ailleurs que, du coup, est-ce qu'on peut parler de génocide, Pierre Péan, dans ce cas-là ? Volontairement, j'ai pas voulu appliquer ce terme. Je sais qu'il y a un certain nombre d'historiens l'utilisent. Il m'a semblé déjà suffisamment fort de montrer ces massacres de masse, hein, et donc de ne pas voulu non plus amplifier. Je trouve que ça suffisait
suffisait, à partir surtout de descriptions qui étaient généralement faites par des républicains, ça suffisait de montrer ça. Alors ces massacres de masse sont liés à la terreur, c'est-à-dire à Robespierre. Après la chute de Robespierre, il y a un général qui est envoyé là-bas et qui était Hoche, qui lui a essayé d'apaiser en fait la tension. Il va signer d'ailleurs avec Charette une paix, la paix de Lajeunais, mais sans mettre fin pourtant à la révolte qui allait continuer sous une autre forme, celle d'une guerre de guérilla menée par ce qu'on appelait les Chouans. Les hommes, vous serez demain matin, dès le champ du Coq, sur la route de Nantes au carrefour de Plouquet. Qu'est-ce qu'il y a? La chouette. Et alors? En plein jour, c'est pas la chouette. C'est quoi? Les chouans. Les chouans. C'est bien trouvé, ça. Ça vous amuse? Les chouans saisissent nos charrettes de vivres. Plus de farine, plus de légumes, plus de pain. Les nobles et les prêtres avaient déjà soulevé la campagne. Il faut en plus qu'ils affament les villes. Oh, quelques brigandages, citoyen commissaire. Pour finir comme à Vendée? Les chouans sont à 4 lieues d'ici. Merde. On va pouvoir leur tomber dessus avant midi. Toutes nos forces générales. C'est une chance unique. On va les prendre comme des rats. Jean Cottereau disait à ses soldats, écoutez-moi les gars, écoutez-moi. Nous défendons la liberté, ne nous laissons pas humilier, pour que nous soyons les plus forts, restons unis jusqu'à la mort. Jean Cottereau disait, c'est une chanson traditionnelle de l'époque et chantée par Catherine Garret que l'on vient d'entendre. Jean Cottereau dit Jean Cottereau dit Jean Chouan. C'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelait la chouannerie. Quelle est la différence avec ce qui Alors, se passait c'est en tout cas l'origine du mot chouan, qui vient de chahuan, du cri de la chouette. Parce que Cottereau était contrebandier et donc le cri de ralliement avec les contrebandiers, c'était le cri du chahuan, justement. Absolument. Mais la chouannerie, donc ça va... On a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé au sud de la Loire, où il y a eu armée contre armée. Mais après cette répression absolument sauvage, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. Et tous ceux qui notamment au nord de la Loire, n'ont plus d'autre solution, telle la traque est forte, c'est d'essayer de se battre. Et donc la chouannerie, elle est la conséquence directe des massacres opérés par Carrier. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc vers février-mars 94, il y a donc ceux qui avaient déjà tenté de se révolter en 93 vont essayer et alors là, ça va plus du tout être une guerre frontale, ça va être une guerre une guérilla. Et donc des embuscades. Uniquement des embuscades, c'est-à-dire jamais attaquer les Bleus en face, mais les attaquer sur les arrières, se cacher immédiatement, courir, abandonner les armes, les rattaquer, et donc qui devient extraordinairement compliqué. On dit souvent d'ailleurs que la guerre de guérilla est née en Espagne du temps de Napoléon, pas du tout, parce que là c'est antérieur. C'est vraiment les toutes premières guerres de guérilla de l'histoire, la chouannerie. Absolument, les premières. Favorisée par le bocage aussi. Avec des haies partout, des chemins très très encaissés, et où il est très très difficile pour des armées avec un matériel très fort d'avancer, si bien que une des façons, on a parlé de Hoche, pour lutter ça a été le long des chemins de couper, de faire couper tous les taillis, de telle sorte que de 20 mètres de chaque côté, l'armée puisse progresser. Et donc, c'est seulement après cette nouvelle révolte, mais qui n'est plus du tout de la même nature, donc la chouannerie, que Hoche est envoyé pour essayer de mi-94, est envoyé pour essayer de calmer cette guerre civile. Et donc, lui, en tout cas, Hoche a compris ce qui s'est passé. A vraiment compris. Il a compris que que si on rétablissait la liberté du culte, il y avait une chance en tout cas d'apaiser cette révolte. Et donc vous avez parlé de la négociation de Lajeunais, et puis après tout ça, et le 22 avril 95, c'est la paix de Mabilais. Eh bien la paix de Mabilais, un des actes de la paix, c'est de reconnaître que la principale cause du soulèvement est la clôture des temples, la destruction du culte et la persécution contre ses ministres. Mais
Là, on va changer de nature. Autant, moi, j'ai raconté que c'est tout ce qui s'était passé avant, jusqu'à y compris le début de la chouannerie, c'est vraiment des soulèvements populaires, et donc dont la révolution, parce qu'il y a eu une incompréhension totale, alors que... Après la paix de Mabilais, en fait, un certain nombre de chefs ont décidé de considérer cette paix comme un temps pour se refaire une santé militaire. Et donc on va changer complètement de nature de révolte. Et là ça introduit l'extérieur, c'est-à-dire les gens de l'émigration, les princes, etc. Donc faut rappeler un événement dont on n'a pas parlé, qui est la tentative de débarquement anglais à Quiberon, qui devait permettre un nouveau soulèvement de la Vendée. Ça n'a pas eu lieu, ça ne s'est pas produit, ça a été un échec. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Charette, je crois, sera condamné à mort exécuté. Mais c'est vrai qu'il y a encore une fois, comme on l'a vu dans la virée de Galerne, une intervention britannique. Ou une oui, bon, et là, on change complètement de nature, c'est-à-dire que les Chouans qui... peut-être sont encore largement sont très largement des gens des milieux ruraux, mais néanmoins, ils sont dans un système de manipulation royaliste. Là, après la paix de Mabilais. La paix de Mabilais a offert la liberté du culte, et là, il y a quand même la révolte a repris, mais c'est plus du tout dans les mêmes. On n'est plus du tout dans le même système. Mais ça a quand même continué assez longtemps. Il y aura plus tard Cadoudal, un attentat contre Bonaparte. Ça dure pendant le consulat. Il y a même eu des tentatives de soulèvement ultérieures. Ça prouve d'ailleurs que ça a très profondément marqué tout l'ouest de la France et de manière très durable, qui est d'ailleurs resté dans l'ensemble plutôt généralement conservateur. Qu'est-ce qui fait qu'un républicain comme vous ait pu s'intéresser à l'histoire de ce qui était la répression d'un mouvement monarchiste, en tout cas en grande partie, Pierre Péan? Tout simplement que j'en porte encore les traces, c'est-à-dire qu'effectivement, profondément républicain, j'ai entendu ma mère me raconter des histoires qui dataient de cette époque. Et il suffit d'aller dans l'Ouest et parler. Alors évidemment, ça s'efface aujourd'hui, mais vous avez quand même encore plein d'histoires qui datent de cette époque. Et moi, il m'intéressait de montrer que justement que ce n'était pas au début un mouvement royaliste et que ces gens n'étaient pas du tout des affreux, des monstres, des fanatiques comme l'imagerie populaire a véhiculé depuis plus de 2 siècles. Il y a peu d'années qu'il y a une relecture de ce qui s'est passé et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas des monstres dont on parlait. Les monstres étaient peut-être plutôt en face, d'après ce qu'on peut lire dans votre livre, en tout cas chez certains républicains comme Carrier ou comme Westermann. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre des victimes? Je disais des chiffres tout à l'heure, c'est vrai que personne n'ose en avancer. Je crois que Hoche lui-même parlait de 600 000 morts. Bon, on pense que c'est beaucoup moins, pardon. Moi, je pense qu'on dépasse en tout cas la centaine de milliers de morts. J'aurais sans avoir c'est très compliqué. Hein. Puis il faudrait aussi introduire. Il y a eu des républicains aussi de morts. Hein. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus. Côtés, hein, même si je dis que ce ne sont pas des monstres, on est dans des enchaînements terribles de violence. Et évidemment, les Chouans, les Blancs ont aussi massacré. Donc c'est véritablement une guerre civile. Je dirais que c'est quand même en petites centaines de milliers de morts. Merci Pierre Péan. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Une blessure française, les soulèvements populaires dans l'Ouest sous la Révolution, et qui vient de paraître aux éditions Fayard. À lire également Les Chouans de Roger Dupuis, qui ressort chez Hachette dans la collection Pluriel. Vous avez pu entendre des extraits du film Chouans de Philippe de Broca avec Philippe Noiret et Lambert Wilson, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un raid automobile entre Beyrouth et Pékin et qui a passionné les Français dans les années 30, la croisière jaune.